Voilà, bonsoir et bienvenue. Donc, je me présente, je suis Nicolas Roux. Donc, je vais animer ce live avec Véronique Gauthier qui va se présenter après ce soir. Donc, mon rôle ce soir pour le live, ça va être de répondre à toutes les questions que vous allez pouvoir poser dans le chat. Je vais également m'occuper de de vous présenter les nouvelles préparations qu'on va mettre en place chez Mission CRPE suite à la réforme. Du coup, mon rôle dans tout ça, donc chez Mission CRPE, je suis responsable e-learning. C'est moi qui m'occupe donc de la formation en ligne qu'on utilise à la fois pour les étudiants en présentiel et les étudiants en distance. Je suis enseignant de vocation, j'ai enseigné pendant 10 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle suite à des études d'ingénieur qui m'ont amené à exercer le métier de professeur. Et du coup, j'ai prolongé l'aventure d'enseignement à travers, du coup, en passant un peu de l'autre côté, du côté de la coordination pédagogique et de la conception de formation. Alors, c'est quoi mon rôle chez Mission CRPE? C'est le savoir-faire de préparation au concours. Le CRPE est un concours très sélectif. Dans ma vie personnelle, j'ai eu l'occasion de faire Mathsup, Mathsp, donc de préparer des concours extrêmement sélectifs aussi. J'ai passé aussi un CAPES, donc j'ai été professeur d'anglais pendant 10 ans. Donc tout ça me donne des connaissances de la logique de préparation d'un concours et c'est ce qui m'amène à être là avec vous ce soir et je vais passer la parole à Véronique qui, à son tour, va se présenter. Oui, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc, je vais à mon tour me présenter. Je vais voir si, Nicolas, est-ce que tu as le diaporama? Oui, c'est bon. Bien, donc voilà, donc je suis Véronique Gauthier, je suis enseignante à Mission CRPE. Alors, la particularité de Mission CRPE, c'est que nous avons des écoles en présentiel. Donc, je suis enseignante en présentiel sur notre école d'Aix. Et je m'occupe de tout ce qui est distanciel également. Alors, j'insiste sur cet aspect parce que c'est vrai que le fait d'être en cours avec mes étudiants, j'ai quand même l'impression qu'au niveau du suivi des étudiants qui sont sur la plateforme, c'est quand même beaucoup plus près de leurs attentes et je peux mieux répondre à leurs questions parce que je suis de toute façon en cours en permanence, ce qui fait que je ne suis pas déconnectée de la réalité de l'enseignement et du concours. Je suis également responsable pédagogique de ICRPE. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que mon domaine d'enseignement, c'est le français et la CSE. Ça, c'est mes deux grands domaines. Et puis, je suis aussi quelques dossiers pro dans le domaine de l'histoire, puisque ça fait partie de ce qui me plaît et que j'aime bien enseigner ce qui me plaît. Concernant mon parcours, j'ai été institutrice pendant 16 ans, professeure des écoles pendant 16 ans, à la suite de quoi je me suis consacrée à la préparation au concours, donc j'ai formé les futurs collègues, ce qui veut dire que j'en ai vu des réformes, d'accord? C'est-à-dire que vous savez que depuis 2011, à peu près 2000-2011, on a connu 3-4 réformes. Ce sont des réformes que j'ai vécues de l'intérieur, que nous avons vécues. Donc, c'était juste pour vous dire qu'en fait, ça ne nous fait pas peur, cette réforme, et qu'on va l'affronter sereinement. Ce qui donc m'amène à vous présenter déjà ces réformes et puis Nicolas complétera mes propos par rapport à ce que propose Mission CRPE. Est-ce que nous sommes d'accord, Nicolas? Absolument, Véronique. Bien. Alors, j'ai vu passer des noms que je connais, donc je voulais saluer la promo Neptune qui est venue nous rejoindre ce soir. Je pense que les filles que j'ai vues passer se reconnaîtront. Voilà. Alors, ce nouveau concours. Ce nouveau concours, la première question que nous nous sommes posées, parce qu'on a quand même eu un point d'interrogation pendant, quand même, vous savez que ce concours, depuis 2018, on parle de changer le concours. On l'a vu parce que les SP sont devenus les INSPE. Ensuite, il devait changer. Et puis, en 2021, normalement, la session qu'on passe là aurait dû être celle du nouveau concours et ils l'ont reculé d'1 an. Et la grande question que nous nous posions,
c'était en fait qui va pouvoir se présenter au concours, puisque comme vous le savez, c'est un concours que beaucoup de gens en reconversion tentent. Et on avait peur que la troisième voie ne soit plus admissible, puisque maintenant, pour passer ce concours, il faut avoir validé le M2. Donc, si on regarde le décret qui est paru le vendredi 29 janvier, on voit que globalement, rien ne semble avoir changé, ce qui signifie qu'il y aura toujours le concours externe que vous connaissez. Il y aura encore le second concours qui est pour les gens qui sont déjà dans la fonction publique. Et le troisième concours semble maintenu, c'est-à-dire qu'il est toujours ouvert aux gens en reconversion. C'est important puisque lorsqu'on regarde le rapport qui a suscité en fait la réforme de ce concours, eh bien, il est quand même dit que 30% des gens qui sont reçus au concours sont des gens en reconversion. 30%, c'est beaucoup, hein. Alors, ce sont 30% qui vont passer par le troisième concours ou qui vont passer par le concours externe en fonction de leur diplôme ou de leur situation personnelle. Mais 30%, ça fait quand même beaucoup. Et on se doutait qu'ils ne passeraient pas à côté de ces 30%-là. Maintenant, on est bien d'accord, c'est un décret, rien n'est absolument gravé dans le marbre. Donc, on est toujours dans l'attente, hein, mais on est quand même assez rassuré en se disant que du moins pour la formule de 2022, nous aurons toujours accès au troisième concours. Nicolas, quelque chose à rajouter? Écoute, non, pas de questions non plus pour l'instant de mon côté, donc sur le Voilà. chat. Donc, ça, c'était véritablement le premier questionnement auquel il fallait répondre et qui est donc plutôt rassurant. Alors, une fois que nous savons que nous allons pouvoir passer le concours, eh bien, nous allons regarder les nouveautés. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais passé, ben, ce ne sera pas franchement des nouveautés parce que vous n'avez pas de passif, mais pour ceux qui sont en train de le passer ou qui l'ont déjà passé et qui ont laissé 1 ou 2 ans en se disant qu'ils voulaient se laisser un petit peu de temps, ça peut être intéressant aussi de pouvoir comparer les formules. Donc, on va regarder ce qui change et ce qui ne change pas. 3 épreuves d'admissibilité, c'est donc la nouveauté, alors que depuis 2015, nous en avions 2. Alors, c'est une nouveauté, oui et non, parce qu'en fait, jusqu'en 2011, eh bien, il y avait 3 épreuves d'admissibilité. Il y avait français, mathématiques, et il y avait à l'écrit, en fait, un champ disciplinaire, histoire, géo, ou alors sciences. Donc, c'est une nouveauté sans vraiment l'être. On a déjà connu ça au concours. Donc, on a maintenant 3 épreuves. 2 épreuves d'admission. On est aussi à l'heure actuelle à 2 épreuves d'admission qui sont un petit peu différentes. Nous verrons cela quand nous parlerons de l'admission. C'est bon? C'est tout bon. Bien. Alors, au niveau des épreuves d'admissibilité, le français, eh bien, c'est ce qu'il y a. Les mathématiques, donc ça, ce sont les 2 domaines des écrits qui ont toujours existé. Et puis, alors je l'ai mis en couleur, ce fameux épreuve écrite d'application, qui est effectivement nouvelle, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on l'avait déjà, cette épreuve, en 2011. Donc, elle est nouvelle maintenant, mais c'est vrai qu'on l'a déjà rencontrée. Au niveau de l'épreuve d'admission, la leçon en français et en mathématiques, donc ce qui veut dire que la partie didactique passe à l'admission. Et là aussi, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'entre 2011 et 2013, on a eu en fait 3 ans où le concours a été dans une phase un peu intermédiaire, c'est lorsqu'il y a eu la masterisation. Et en fait, pendant 3 ans, il y a eu des leçons en français et en mathématiques à l'oral. Donc, on s'aperçoit là aussi que ce n'est pas complètement nouveau, mais que ça a déjà existé au CRPE. À côté de ça, le PS, il y a toujours été. Hein. Moi, à l'époque où j'étais jury, c'était la pratique. Maintenant, c'est plus en théorie. La grande nouveauté, et là, par contre, on ne l'a jamais eu au CRPE, c'est ces 5 minutes qui vont être consacrées au moment où vous allez exposer vos motivations, qui seront suivies de 10 minutes d'échange avec votre jury. Ça, c'est complètement nouveau. Et suite après à cela, nous aurons ce qu'ils appellent la mise en situation professionnelle, qui rappelle vaguement la CSE actuelle et qui rappelait l'oral professionnel il y a quelques années et qui rappelait aussi on avait eu une épreuve entre 2011 et 2013 qui s'appelait Agir en fonctionnaire de l'État. Et j'ai quand même l'impression que là aussi, on se rapproche assez de cette épreuve-là. Donc, quand on regarde finalement, quand on est un petit peu aguerri au concours comme nous le sommes, c'est vrai que c'est nouveau, mais on sait quand même un petit peu où on va. Nicolas, pas de questions? Pour l'instant, aucune question.
Bon, c'est parfait. N'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si vous avez des questions. Vous savez que le live est fait pour cela. Alors, les épreuves d'admissibilité. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous prépariez? Eh bien, nous avons donc nos 3 épreuves d'admissibilité. La première étant l'épreuve de français. En épreuve de français, nous allons avoir l'étude de la langue et une partie lexique, compréhension lexicale. Donc, la lexicologie va être extrêmement présente au concours. Alors, c'est une tendance. Depuis ces 2 ou 3 dernières années, on s'aperçoit que dans la partie 2 de l'épreuve telle qu'elle existe aujourd'hui depuis 2014, il y a de plus en plus de questions qui portent sur le lexique et visiblement, là, ça s'est confirmé. Donc, on va avoir une première partie de l'épreuve qui sera connaissance de la langue, ce qui signifie que les candidats doivent avoir un très bon niveau en ce qui est connaissance de la langue, c'est-à-dire grammaire, conjugaison, vocabulaire, syntaxe, etc. Et puis, on a la grande nouveauté. On va proposer aux candidats un texte entre 400 et 600 mots et ça va être un texte visiblement, d'après ce qu'on lit dans le décret, assez littéraire. Ils envisagent des romans, des nouvelles, de la littérature d'idées, des essais. Donc en fait, on va avoir là une épreuve qui là est nouvelle puisqu'on avait cette fameuse première épreuve qui nous faisait un peu peur, qui est modifiée par un texte. Alors on n'a pas beaucoup d'informations. Ce que le décret nous dit, c'est qu'il y aura une question qui sera posée et qu'on va attendre des candidats une réponse qui sera forcément structurée, qui va forcément proposer un développement. Alors maintenant, la question est ouverte. Est-ce que ce sera un commentaire de texte? Est-ce que ce sera plutôt une discussion? Vous savez que quand un concours change, on attend tout le temps ce qu'on appelle les sujets zéro. Donc là, nous sommes en attente des sujets zéro qui nous donneront en fait un modèle. En général, ils proposent 2 sujets zéro pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils vont attendre de ces épreuves-là. Donc, cette question sur le texte, en tout cas, nous fait dire qu'il va falloir développer vos compétences en culture littéraire, ce qui était déjà aussi une tendance. Lorsqu'on regarde ces dernières années le concours, on s'aperçoit que la première épreuve était extrêmement littéraire. Donc, en fait, ils sont en train de confirmer une petite tendance qui déjà se faisait ces dernières années. C'est bon? Toujours pas de questions, effectivement. Ça a l'air d'être très clair. Bon, ben, n'hésitez pas. Hein. Donc, voilà. Ce qui fait qu'arrivé ici, nous pouvons dire que nous avons une partie, certes, une partie, ça rappellerait vaguement la partie 1, mais avec malgré tout une tendance beaucoup plus littéraire. Voilà. Ce que nous pouvons dire sur l'épreuve de français. Alors, est-ce qu'on a des questions, Nicolas, sur l'épreuve de français? Non, on a une réaction de Marion qui nous dit que ça a l'air plus compliqué. Marion, non, Marion, ce n'est pas plus compliqué, c'est différent. Voilà. Est-ce que c'est la Marion que je connais? Je pense que oui. Oui, tout à fait. Non, non, Marion. Et puis, de toute façon, comme vous allez avoir le concours cette année, le problème est résolu. Alors, Véronique, oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, c'est Laurent, donc formateur à la CRPE, donc Galien, donc sur Bordeaux. Oui. Une question, effectivement. C'est vrai que j'en avais une posée dans le chat. Bon, du coup, je l'ai pas envoyée parce que tu y as déjà un petit peu répondu. Le commentaire de texte, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas trop de précision encore sur sa méthodologie. Bon, je t'ai quand même mis la question dans le chat. C'est peut-être proche, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'une épreuve qu'on a pour les orthophonistes, où en fait, on verra bien hein, si ça se confirme, un commentaire de texte, mais qui est assez argumenté et dans lequel tu apportes pas mal de précisions littéraires. Oui. Pas quelque chose de trop basique. Ça risque d'aller vers ça. C'est ce que je pense, Laurent. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'il fallait, à mon avis, il va falloir une bonne culture littéraire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ça. Voilà. Ça risque d'aller vraiment vers ça. Et chez les orthos, tu as quelque chose qui est assez similaire et assez proche de ça. Ça risque de s'orienter vers ça. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que j'insiste. Et tu vas voir, je vais réinsister tout à l'heure sur la culture littéraire, qui déjà, en plus, malheureusement, fait un peu défaut. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais notre public CRPE… Oh, tu as tout à fait raison. Voilà. Ouais, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, je leur donne en début d'année, en gros, les grands courants littéraires. J'essaye de résumer ça en 15-20 pages avec les grandes œuvres aussi, puisque maintenant, la synthèse étant devenue essentiellement axée, enfin, c'est quasiment plus que des textes littéraires. Il fallait qu'ils aient l'habitude de lire des textes comme ça. Ils avaient perdu cette habitude de lire ce type de texte. Je suis entièrement de ton avis. Et là, on est d'accord, on est en train de s'orienter de plus en plus. Bon, maintenant, c'est une épreuve de français. Tu sais, moi, j'ai connu le concours où c'était un dossier qui était très technique et je trouvais ça un peu dommage quand même. Oui.
En fait, Véronique, moi, c'est pareil, j'enseigne depuis 20 ans, je forme depuis 20 ans, donc en CRPE. Et c'est vrai que si tu prends les années 2000, c'était essentiellement des textes de didacticiens. Ah, c'était des didacticiens. Voilà, c'était de la pure didactique, c'était pas à tendance littéraire, donc des pas textes du tout. vraiment… On avait des sujets sur l'apprentissage de la lecture, sur l'écriture. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, Evelyne Charmeux, Bentolila, donc des choses vraiment axées sur la… Ouais, tu connais ça très bien. La correspondance phonème-graphème, enfin des choses qui étaient très axées sur le futur métier. Et là, on est vraiment dans des textes purement littéraires. C'est disciplinaire, de toute façon, c'est disciplinaire. Ah ouais, Merci beaucoup, Laurent, de ton intervention. N'hésite pas. Hein. Merci, Véronique, pas de problème. Donc, durée 3 heures, une épreuve qui va durer 3 heures, qui va être notée sur 20, qui aura une note éliminatoire égale ou inférieure à 5 et qui aura un coefficient, je vais revenir ici, un coefficient 1. Une fois que le français est passé, traditionnellement, et ça aussi Laurent, tu vas me le confirmer, on a toujours eu d'abord le français l'après-midi et le lendemain matin les mathématiques. Ça, moi j'ai toujours connu ça, même il y a très longtemps. Oui, donc, oui, en effet, je confirme. Hein. Voilà. Une fois que l'épreuve de français sera passée, on va avoir une épreuve disciplinaire de mathématiques et alors là, le décret est extrêmement lapidaire. Qu'est-ce que nous savons? Que nous allons avoir 3 exercices indépendants qu'il va donc servir à vérifier les connaissances et le décret nous dit les connaissances jusqu'au cycle 3. Alors, c'est ce qui se passe en mathématiques. Nous savons que les 2 premières parties de l'épreuve aujourd'hui sont quand même très théoriques. Et là, eh bien, on va encore une fois confirmer on va vérifier en fait les connaissances théoriques et disciplinaires des candidats. Donc, même chose, hein, une durée de 3 heures, une note sur 20, la note éliminatoire en étant inférieure ou égale à 5, et toujours pareil, un coefficient 1. Donc, voilà pour les épreuves. Alors, c'est à peu près ce qu'on connaît, la didactique en moins. À partir de là, il y a la nouveauté. Alors là aussi, je pense que tu as connu, Laurent, lorsqu'il y avait histoire géo majeure, mineure à l'écrit. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, on n'est pas, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on n'est pas vraiment en terrain inconnu. Oui, c'est vrai que vraiment, on a l'impression d'un retour, d'une réforme qui revient. C'est assez souvent comme ça, mais là, ça fait vraiment penser à ça. Hein. On est d'accord, hein, on est tout à fait d'accord. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je ne suis pas affolée plus que ça. Non, c'est vrai. Voilà, donc on a cette fameuse épreuve écrite d'application. Alors, on pourrait dire, allez, ça évoque la MSP, allez, soit, mais vous voyez, je le fais disparaître. L'objectif affiché, c'est d'apprécier chez les candidats la capacité à proposer une démarche d'apprentissage qui doit être progressive et cohérente. Donc, on demande quand même là un certain savoir-faire. Alors, le principe, là aussi, on y va au conditionnel. Je veux dire, c'est ce que nous propose le décret. Donc, au début de l'épreuve, on va vous proposer tous les sujets. Vous ne devez pas tous les faire parce que là aussi, à l'époque, on avait des fois des candidats qui pensaient qu'ils devaient tout faire. Donc, vous allez devoir choisir entre sciences et technologies, histoire géo EMC et dans le décret, ils mettent art, mais après, ils distinguent bien que ce seront les arts plastiques, l'histoire des arts et éducation musicale avec, là aussi, on a un point d'interrogation, puisqu'on nous dit que ce seront 2 enseignements parmi les 3 qui vont être choisis. Et le grand questionnement que nous avons, c'est à quel moment est-ce qu'on va avoir le décret ou le journal officiel qui nous dira quelles sont les 2 épreuves qui vont être retenues. Parce que nous savons par exemple que ce sera soit histoire géo, soit histoire EMC, soit géographie EMC. On espère qu'ils vont nous le dire suffisamment tôt pour que les candidats puissent se préparer, mais là, on n'a absolument aucune piste. Véronique, je me permets de t'interrompre puisqu'on a une question que je retrouve. Qui pose cette question? C'est Hugues qui voulait savoir ce que signifiait jusqu'au cycle 4. C'est le collège, en fait, c'est le collège, d'accord? Puisque le cycle 3, en fait, fait CM1, CM2, 6e, et 5e, 4e, 3e, c'est le collège. Donc, vous pouvez estimer qu'en théorie, vous êtes supposé maîtriser les mathématiques jusqu'au collège. Je dis bien en théorie parce que par moment, il y a des notions quand même qui vont au-delà. Je vois également, merci pour ta réponse, hein, je vois également des questions sur les acronymes. Donc, il y a des gens qui ont expliqué ce qu'était que l'EMC. Et tout à l'heure, enseignement moral et civique. Tout à l'heure, tu as parlé de la MSP. Peut-être que si, ça mériterait très rapidement. La mise en situation professionnelle. Je te remercie. C'est jargon, ça, on ne se refait pas. Le passage par l'éducation nationale, nous…
nous marque un peu. Donc voilà, le questionnement que nous avons pour le moment, c'est cela. C'est à quel moment est-ce que nous serons informés quels sont les 2 enseignements qui seront retenus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va proposer aux candidats? Un dossier. Dans ce dossier, on nous dit qu'il y aura des travaux de recherche, qu'il y aura des documents pédagogiques. Alors, c'est vrai que la terminologie document pédagogique est très vaste. Donc, en document pédagogique, ça peut être des manuels, ça peut être des fiches de prep, ça peut être beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est vraiment… Ils sont très, enfin, les explications ne sont pas très précises. Et qu'est-ce qu'on va demander donc aux candidats? Au début, ils vont choisir donc un domaine, celui qu'ils auront travaillé pendant toute l'année. Évidemment, vous allez vous concentrer sur un domaine. Vous choisirez le domaine que vous avez travaillé toute l'année. Et à partir de ce domaine, eh bien, vous allez devoir concevoir une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement où vous allez devoir analyser. Moi, je vois bien une analyse, puis après une petite proposition, on verra. Dans tous les cas, là, il va falloir que vous soyez extrêmement au fait de tout ce qu'est l'enseignement de la discipline que vous aurez choisie. C'est pour cela que je vous dis que ça évoque, pour ceux qui passent le concours cette année, ça évoque quand même le fameux dossier de mise en situation professionnelle. Parce qu'il y aura de toute façon des connaissances disciplinaires et il y aura bien évidemment une mise en œuvre pédagogique. Et puis, c'est ce que je vous dis, des questions qui vont bien évidemment vérifier vos connaissances disciplinaires. On voit véritablement que dans ces écrits, l'orientation qui est donnée est une orientation de vérifier les savoirs de base. Et puis, ce qui est intéressant par rapport au concours, c'est que le fait de mettre cette épreuve à l'écrit, peut-être que ça revalorise le côté polyvalent du professeur des écoles, parce que c'est vrai que de valider uniquement pour l'écrit que les mathématiques et le français, c'est un petit peu dommage parce qu'un professeur des écoles, il est quand même polyvalent. Donc, c'est peut-être aussi pour cela qu'ils sont revenus à cette ancienne formule. C'est bon? Alors, en fait, j'ai une question que j'essaie de comprendre qui vient de Marie, qui demande si nous aurons accès aux différents sujets de la discipline. Alors, je ne suis pas sûr de complètement comprendre. Donc, Marie, si vous pouvez peut-être expliciter votre question. Ça nous permettrait d'y répondre un peu plus précisément. Alors, j'en profite aussi rapidement pour les… Est-ce que vous voulez dire, peut-être qu'elle veut dire, est-ce que s'ils s'inscrivent, ils ont accès en fait aux 3 domaines? Est-ce que c'est cela que vous vouliez dire, Marie? Elle parle du jour de l'examen, effectivement, je pense. Ah oui, le jour du concours, vous allez avoir accès. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas vous dire, ah, je ne sais pas, est-ce que je prends histoire, est-ce que je prends sciences? Non, non, le jour du concours, vous allez avoir accès aux trois domaines et vous allez devoir, mais vous choisirez celui que vous avez travaillé. D'accord? Donc, il est évident que stratégiquement, vous ne pourrez pas travailler. Vous ne pouvez pas vous dire, ah ben, je vais travailler histoire, puis je vais travailler… En fait, vous ne pouvez pas vous dire, je vais travailler histoire, géographie. Imaginons que nous sachions que ce soit histoire et géo. Et que nous sachions que ce soit, par exemple, sciences et… musique et art visuel. Vous ne pouvez pas vous dire, oh ben, je vais travailler histoire, géo, la science. Vous ne pouvez pas tout travailler, vous allez devoir faire des choix. Et donc, le jour du concours, vous allez avoir tous les sujets et vous allez d'emblée, vous, traiter celui que vous aurez travaillé toute l'année. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que oui, effectivement. Et elle demandait en fait si on faisait une… Oui, elle confirme que c'est bon. Et elle demandait si on faisait une lecture exploratoire et qu'on faisait le choix, c'est-à-dire qu'on lit les 3 sujets et qu'on choisit celui qui nous convient mieux. Non, non, vous prenez celui qui vous concerne. C'est-à-dire que si toute l'année, vous avez préparé géographie, vous allez d'emblée prendre le sujet géographie. Voilà. Si toute l'année, si vous avez choisi les arts visuels, vous irez directement. De toute façon, c'est court au niveau du temps. Vous n'aurez absolument pas de temps à perdre pour aller faire une lecture exploratrice. Vous allez directement au sujet que vous avez travaillé et vous le traitez. Merci Véronique. Je t'en prie. Donc justement, en 3 heures. En 3 heures, vous comprenez bien que vous n'allez pas pouvoir passer. En fait, vous allez aller direct. À la rigueur, ceux qui ont travaillé 2 en se disant, allez, moi, je ne sais pas, entre histoire et art, je ne sais pas, j'en travaille 2, mais il ne faut pas non plus passer un quart d'heure à choisir lequel vous allez traiter, parce que ça va être dense. Quand on voit ce qu'ils nous proposent, et puis vous le savez, au concours, les sujets sont très denses, donc vous n'aurez pas de temps à perdre dans le choix. Une épreuve de 3 heures comme les mathématiques et le français, notée sur 20, avec la note éliminatoire toujours pareil, inférieure ou égale à 5, et toujours un coefficient 1.
Donc là, ce sont nos 3 épreuves d'admissibilité qui nous permettent, en fait, qui sont le sésame pour pouvoir arriver à l'admission. Donc, je vous les ai remises ici, ces fameuses 3 épreuves. Est-ce qu'on a des questions ou est-ce que ça fonctionne là? Oui, il y a une question de Léna donc, qui demande de comprendre un peu mieux ce qu'on veut dire par préparer l'épreuve, parce qu'elle dit il lui semble évident qu'il faut connaître le programme jusqu'au cycle 3 et d'avoir les connaissances jusqu'au cycle 4. C'est-à-dire que vous allez choisir, par exemple, vous allez vous dire, je vais prendre histoire. Et comme on ne sait pas absolument sur quoi ce sera en histoire, il va falloir que, et c'est à cela que sert une préparation en fait, hein, il va falloir que vous connaissiez le programme d'histoire du cycle 2, du cycle 3 et que vous soyez capable de faire une fiche de prep, de faire concevoir ou du moins d'analyser une séance. Si vous prenez éducation musicale, vous aurez eu un programme d'éducation musicale et donc la particularité, et c'est ce qu'on avait avant quand on avait cette 3e épreuve, c'est que vous avez tout le programme, vous ne savez pas sur quoi ça va tomber. Donc, vous allez devoir potasser en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas pouvoir travailler tout le programme d'histoire, tout le programme. Parce qu'en fait, ce que vous allez devoir faire, si vous choisissez par exemple histoire, géographie, EMC, une fois que nous saurons lequel des 3, il y en a un des 3 qui va être supprimé. Les 2 qui restent, il va falloir que vous les possédiez parfaitement parce que vous ne saurez pas si c'est de l'histoire ou de la géographie qui va tomber. Est-ce que vous imaginez la masse de travail que cela suppose de connaître tout le programme de l'école en histoire et en géographie, ou en histoire et en EMC, ou en art plastique et en histoire de l'art? Vous voyez? C'est énorme quand même ce qu'on demande. Est-ce que tu as une réaction? Alors oui, je pense que cette épreuve, elle est quand même extrêmement complexe à comprendre et du coup, ça suscite pas mal de questions, notamment sur les stratégies. Il y a quelqu'un qui, a priori, passe le CRPE. C'est Marie qui passe le CRPE cette année, qui a dû préparer un dossier en EMC, donc éducation morale et civique, et qui disait autant continuer en EMC, oui. mais si jamais c'est histoire ou géo qui tombe, est-ce qu'il faut préparer Non, mais ça veut dire, Marie, que vous allez garder le MC parce que vous avez déjà fait un gros travail dessus et qu'après, vous prendrez et à supposer que le MC soit dans le choix retenu. Parce que si vous avez fait cette année un dossier de MC, mais si le MC n'est pas retenu et que c'est uniquement histoire-géographie, malheureusement, tout ce que vous aurez fait en EMC, vous ne pourrez pas le réinvestir. Il y a ce paramètre, c'est-à-dire que là, cette année, on se dit, bon, j'aurai au moins mon dossier MSP que je vais pouvoir réinvestir. Oui, mais il y a quand même un point d'interrogation qui est, encore faut-il que ce soit un de ceux qui seront retenus. Est-ce que c'est compréhensible? Voilà, il y a effectivement un grand flot de questions. Je vais essayer de sélectionner un peu ce qui serait le plus pertinent. Alors, il y a la Francesca qui dit que si par exemple on choisit sciences, elle demande s'il faut connaître tout le programme de sciences et pas seulement un chapitre en particulier. Comme tout. Vous devez tout connaître. Et c'est sciences et technologie. Donc, vous devrez tout connaître en sciences et technologie, absolument. Mais vous savez, ça vous fait peur. Mais dites-vous que quand on avait cette épreuve, les candidats le faisaient parce qu'après, c'est un programme à connaître. Vous allez avoir des documents, vous prendrez appui sur des documents. Et puis après, ce qu'il faut connaître, c'est la démarche de l'historien, c'est la démarche du géographe, c'est une démarche technologique. Mais n'oubliez pas que vous allez avoir des documents et ces documents d'appui seront extrêmement importants. Mais on a déjà eu ce genre d'épreuve, donc là, vous devez vous dire, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais ça reste quand même, ça reste gérable. Mais c'est tout le programme, absolument. Désolée. Et du coup, il y a une question d'Adoun qui semble comprendre qu'il y aurait uniquement la pédagogie qui serait, donc la didactique qui serait dans cette épreuve et pas les savoirs scientifiques, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Parce que regardez, si je reviens, regardez, c'est le décret, hein. Question visant à vérifier des connaissances disciplinaires. Vous voyez? Donc, vous allez forcément avoir des connaissances disciplinaires. C'est cela. Là, je vous ai mis les deux axes qui sont dans le décret du 29 janvier, c'est-à-dire concevoir ou analyser plusieurs séquences. C'est de la didactique, nous sommes d'accord. Question visant à vérifier des connaissances disciplinaires. Donc, ce n'est pas que je veuille vous décourager, mais malheureusement, il y aura toujours des connaissances disciplinaires. Ça, c'est clair. Dans le décret, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et parmi les choses qui sont un petit peu obscures aussi dans le décret, c'est le moment où on connaîtra
les 2 sujets qui vont être supprimés, donc un en histoire géo EMC et un dans la partie art. Pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Hein. Là, on ne sait pas. On espère qu'on l'aura suffisamment tôt, on est d'accord, mais tant qu'on ne l'a pas, ben, il faut quand même travailler les 3 et on ne pourra pas se dire j'attends parce que si jamais ils nous le mettent trop tard, on n'aura pas le temps. Vous comprenez bien que cette épreuve, il faut la travailler de suite, il faut la travailler immédiatement. Donc quand même, je pense qu'on le saura assez tôt. Je pense, je l'espère, mais il y a quand même de fortes chances que très rapidement, à l'inscription, normalement, s'ils font bien les choses, on devrait connaître les deux domaines qui seront retenus. Moi, je le vois comme ça, parce que ce n'est pas possible autrement. Mais même dans les INSPE, ils ont besoin de savoir sur quoi ils vont devoir travailler. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Laurent, mais je ne pense pas qu'ils vont trop traîner à nous donner les 2 domaines. Alors, théoriquement, Véronique, c'est-à-dire pour se préparer, il devrait quand même le faire assez rapidement, comme tu dis. Mais c'est vrai que pour ne pas effrayer nos candidats, je vois les questions aussi dans le chat par rapport à ce que va Nicolas, c'est vrai que c'est une configuration qu'on a connue et ils ne sont pas en train quand même de péter un plomb complètement en disant mais qu'est-ce qu'ils nous font? Le concours devient monstrueux. C'est vrai que c'est un petit peu retour à des choses qu'on a déjà vécues dans les années 2000. Cette configuration, elle a déjà existé. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est ce que c'est. Merci Laurent de surenchérir, c'est exactement, on l'a connu, donc arrêtez d'être en panique. Hein. Jusqu'en 2011, c'était ça. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc on est tranquille, et ça a été ça de 89, hein, il me semble, à 2011. Oui, écoute, moi j'ai commencé en 2002, et effectivement j'avais connu ça pendant 9 ans, et c'est vrai que là on a l'impression d'un retour, pas des choses qu'on avait déjà avant, hein, c'est vraiment... il ne faut pas croire que d'un coup le concours devient monstrueux, ils l'ont vraiment déjà fait. Hein. Voilà, c'est pour ça. Donc, soyez pas en panique et ça c'est fait. Et voilà, merci beaucoup d'être intervenu. De rien. C'est bon, Nicolas? Oui, c'est bon. Moi, je réponds à quelques questions aussi dans le chat. Tu peux continuer. Si nous regardons maintenant, ce qui ne change pas pour ceux qui sont en train de préparer le concours, et j'ai vu passer Marion, j'ai vu passer Blandine. Donc voilà, ne paniquez pas, vous aurez le concours cette année, les filles. Mais bon, imaginons que ce qui ne change pas, vous l'aurez bien compris, c'est l'importance des mathématiques et du français. Ça, c'est quand même la base. Hein. On le revoit c'est les fondamentaux, on les voit dans les discours de M. Blanquer, on le voit, c'est quelque chose, et puis bon, c'est un petit peu la base. Ce qui ne change pas non plus, c'est les connaissances et les savoirs disciplinaires. On en a toujours eu besoin. La maîtrise de la langue écrite et orale. Alors, vous savez que jusqu'à présent, au concours en français, l'épreuve est sur 35, il y a 5 points qui sont réservés à l'expression. En mathématiques, l'épreuve est sur 40, mais on peut enlever jusqu'à 5 points. Là, en fait, ça va rester un concours très exigeant, même s'il n'y a plus ce volume de points enlevés, puisque si on regarde l'article 11 nous dit que le jury tiendra compte dans la notation de tout ce qui est vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe. Donc, il est évident que même s'ils ne l'ont plus quantifié comme ils l'ont fait cette année, on revient aussi à ce qu'on avait connu jadis quand on était correcteur de français, ce qui était mon cas. Eh bien, nous avons de toute façon, on met ou on va surévaluer une copie qui aura une très bonne expression et qui aura un confort de lecture qui nous permettra, nous, de rentrer facilement. Et comme c'est le cas cette année, en français, ça va être le texte qui va être extrêmement révélateur des compétences rédactionnelles des candidats, comme cette année, la première épreuve est révélatrice des compétences rédactionnelles. Donc voilà. Ça, c'est ce qui ne change pas. Alors, ce qui change, c'est que la didactique des maths et du français a disparu à l'écrit. Donc là, c'est ce que nous avions aussi Alors, en 2011, jusqu'en 2011, on avait la didactique et dans les essais qu'ils avaient faits entre 2011 et 2013, la didactique avait disparu puisqu'elle était en fait dans la leçon, on avait une leçon de français accompagnée de Agir en fonctionnaire de l'État et une leçon de maths avec les options. Donc là, on retourne encore une fois dans une configuration connue. On vous évaluera sur des savoirs savants. On a, c'est ce qu'on disait avec Laurent, la connaissance en littérature qui, à mon avis, va devenir beaucoup plus importante. On a l'apparition d'un domaine d'application à l'écrit, donc c'est une didactique propre à un domaine d'apprentissage qui, cette fois-ci, se fait à l'écrit, puisque jusqu'à présent, le dossier de mise en situation professionnelle appartenait à l'admission. Et donc, eh bien, on va pouvoir réfléchir un petit peu aux stratégies dans le choix du domaine d'application, c'est-à-dire quel est votre cursus initial, quelles sont vos facilités, est-ce que voilà, on va de toute façon essayer d'appliquer une stratégie pour pouvoir choisir et pour pouvoir vous aider à travailler
ce domaine qui vous fait un peu peur et c'est normal. Nicolas? Ouais, écoute, on peut continuer. Il y a des questions qui se répondent entre elles dans le chat, donc ça suit Super. son cours. Donc voilà. Donc la place de la didactique, eh bien, si on regarde au niveau de l'admissibilité, la didactique, elle est dans l'épreuve écrite d'application. On conçoit, on analyse. Est-ce que ce sera une séquence? Est-ce que ce seront des séances? On verra bien. Mais vous savez, cette année, on a toujours aussi ce questionnement. Des fois, on nous donne une séance, des fois, on nous donne une séquence. Donc ça, on a l'habitude de rebondir. Nicolas? Alors, je vais te laisser prendre le chat et je vais prendre la Alors, relève. attends, parce que si tu me laisses prendre le chat, il faut que je puisse le prendre. Normalement, je l'ai. Est-ce que tu veux la main sur le diapo? Non, c'est bon. Ouais. C'est bon. Je vais fonctionner comme ça, il n'y a pas de souci. Je Donc, le fais justement, défiler. suite à, voilà, si tu peux me les faire défiler au fur et à mesure, je te dirai. Donc, l'idée, hein, maintenant que vous avez peut-être une vision quand même plus claire sur ces épreuves d'admissibilité, ces trois épreuves, donc avec la didactique qui disparaît en français et en maths pour l'écrit, mais qu'on va retrouver plus tard à l'oral, Véronique vous expliquera. Nous, comment est-ce qu'on va vous préparer à ça? Donc, on a une première préparation qui est la préparation en présentiel. Donc, Véronique vous disait qu'elle intervient à Aix-en-Provence où elle a des groupes en présentiel. Donc, pour tous nos étudiants, on a une remise à niveau du moment où vous vous inscrivez qui va vous permettre de revoir les bases en maths, en français, avec des explications de cours, des exercices en autocorrection qui permettent d'avoir une idée sur vos éventuelles lacunes, de les combler et d'avancer dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première chose, dès que vous êtes inscrit chez nous. Ensuite, donc, vous allez évidemment, puisque c'est une formule en classe, avoir des cours en présentiel avec une équipe d'enseignants. Vous avez vu, donc il y avait Laurent de Bordeaux qui est intervenu, on a Véronique à Aix, on est présent donc, dans plusieurs villes de France. Donc là, sur ces cours en présentiel, ce qui est important de voir, c'est qu'à la fois, vous allez travailler les contenus disciplinaires et à la fois les contenus didactiques, puisque vous avez vu que sur les épreuves d'admissibilité, les deux aspects continuent à être évalués, même si la didactique prend la forme de matières différentes, qui sont histoire, géo, EMC, sciences et les arts. Mais donc, on vous prépare à tout ça. À côté de cela, donc, pour la fameuse troisième épreuve qui vous pose autant de questions, et je vous comprends tout à fait parce qu'il a fallu décortiquer le décret pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, nous, ce que nous allons vous proposer, c'est de choisir deux domaines, c'est-à-dire qu'en fait, deux matières parmi toutes les matières qui sont susceptibles de tomber. Donc, une fois, on va s'adapter évidemment à la date à laquelle on nous donnera la sélection des 5 parmi les 8 qui va être faite. Et donc, ce qu'on va vous proposer, parce que, comme le dit Véronique, c'est irréaliste de vouloir maîtriser tous les contenus de cours, parce qu'il faut avoir des connaissances disciplinaires dans autant de matières. Donc, nous, on va vous proposer de travailler sur une matière qui va être votre matière principale. Marie, tout à l'heure, parlait de l'EMC. Par exemple, quelqu'un comme Marie dirait, tiens, ma matière principale, ce sera l'EMC, ce qu'on appelle une majeure, sur laquelle vous allez vous concentrer plus. Et par sécurité, on va vous proposer aussi de préparer quand même une matière mineure sur laquelle vous irez moins en profondeur, mais qui vous permettra, si éventuellement le jour du concours, vous vous dites, oh là là, le sujet en EMC que je prépare depuis, la matière que je prépare depuis un an, je suis perdu, je ne veux pas le prendre, vous aurez quand même cette possibilité de rebondir. C'est le choix qu'on a fait de notre côté. À côté de ça, vous allez avoir aussi donc, des concours blancs complets dans les trois matières. Donc, les connaissances disciplinaires de maths, de français et évidemment l'épreuve d'application. À côté de ça, pour compléter donc toute cette formation qui, vous allez voir, est quand même dense, hein, si vous faites tout le travail que vous donnent nos enseignants. Moi, quand je discute avec nos équipes d'enseignants, ils me disent on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Mais des fois, on a des étudiants, alors cette année, ce ne sera pas le cas, ou ce sera en tout cas différent, mais qui redoublent, qui ont déjà un peu pris d'avance, ou dans des matières où ils sont plus à l'aise. Ben, vous pourrez aussi avoir des entraînements en ligne qui prennent deux formes. Donc, pour le CRPE, donc, qui sera notre l'autre formation que je vous présente après, le CRPE en ligne, on fait des TD en live chaque semaine. Ces TD, on les met à disposition de nos étudiants en présentiel parce que comme ça permet d'avoir une base de données, un fond d'exercices que vous pouvez reprendre. Vous pouvez télécharger l'énoncé, le préparer et ensuite voir la correction en live qui avait été proposée. Vous la regardez en replay et ça vous permet d'avoir un peu plus de matière à entraînement. Et la deuxième chose qu'il y a
qu'il y a un entraînement, c'est qu'on a des contenus dans toutes les matières. Je vous parlais de la remise à niveau en maths en français, mais en fait, vous avez des contenus de cours sur la plateforme e-learning qui sont disponibles et qu'on met à disposition de nos étudiants en présentiel. Et dans ces contenus de cours, en plus des explications de cours, c'est ce que va nous afficher Véronique maintenant, vous avez également des exercices en autocorrection. Voilà. Et évidemment, à côté de tout ça, nos équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire pour vous? Elles vont vous donner des conseils, stratégies concours. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais à mon sens, et peut-être c'est ma connotation concours et dans mon histoire qui parle, mais réussir le CRPE, c'est aussi avoir connaissance du concours, connaître vos forces, vos faiblesses, être capable de progresser là où vous pêchez. Et c'est là où la stratégie concours est essentielle. Là, moi, je le redis sans arrêt cette année à nos étudiants en e-learning avec qui je suis en contact régulièrement. Le message, et nos enseignants disent la même chose, l'orthographe est essentielle. Actuellement, au concours, ça vaut 10 points. Et ben, ça, c'est de la stratégie concours. Donc voilà, nos enseignants, ils connaissent les concours. Comme vous a dit Véronique, ils sauront s'adapter à la réforme parce qu'ils en ont déjà vu beaucoup. Ils ont une grande connaissance du CRPE. Et du coup, ils seront aussi à même de vous guider pour que vous soyez efficace. Parce que c'est aussi ça, vous pouvez avoir beaucoup de connaissances. Si le jour du concours, vous paniquez, vous gérez mal et vous ne profitez pas de tout ce que vous savez, et ben malheureusement, vous ne pourrez pas le mettre en avant. Donc, on a de la stratégie concours. Et la dernière chose, évidemment, on parlait de l'équipe enseignante, ce sont des enseignants qui sont disponibles. Le fait de venir en classe, vous avez des enseignants qui peuvent répondre à vos questions à la fin des cours, en début de cours, pendant le cours. Bref, on a des équipes qui sont là pour vous. Notre objectif, c'est de vous faire réussir. Donc maintenant que je vous ai présenté cette préparation qui se fait en classe, on va passer à la deuxième partie, la version en ligne. Donc pour la version en ligne, il y a des choses qui vont se répéter, donc je ne vais pas m'étendre autant, mais vous retrouvez évidemment la remise à niveau en maths et en français. Vous retrouvez les cours et les exercices en ligne avec les cours en autocorrection. Encore une fois, c'est sur les aspects disciplinaires et didactiques. Véronique, je vais te laisser nous afficher ce point. Je suis désolée, mais je réponds. Non, mais je vois que le chat va à toute allure et montre admettre des gens, répondre au chat et me diffuser le PowerPoint. Tu as beaucoup de travail. Merci Véronique. Troisième point donc, que vous aurez en prenant la préparation en ligne, c'est que les TD dont je vous parlais qui ont lieu en live, quand vous êtes inscrit en e-learning, en préparation en ligne, vous pouvez y accéder en direct. Donc, vous avez Véronique qui, par exemple, demain va animer son live de français en didactique. Elle va essayer, du moins. Après avoir fait ce live ce soir. Donc, voilà. Et pendant 1h30, mais c'est rarement 1h30, elle déborde tout le temps, je le sais bien, elle répond à toutes vos questions. On corrige un TD qui a été préparé une semaine à l'avance. Et ça permet d'avancer. Et ces lives aussi sont l'occasion, en fonction des progrès ou des questions qui surgissent de la classe, d'adapter un peu, de revenir sur des points qui vous posent problème, donc de parler aussi du cours. Donc c'est quelque chose qui est un outil qui fonctionne sur la classe inversée. On part du travail que vous faites et à partir de là, on voit les questions qui se posent et c'est très, très utile pour avancer. Le point suivant, du coup, je vais te demander de m'en afficher 2, Véronique, s'il te plaît. Ce sont les devoirs qui sont corrigés individuellement. Donc, tous les étudiants qui ont la formule e-learning ont des devoirs. Ils en ont 6 en maths, 6 en français, 4 en CSE, 2 en EPS. Est-ce que j'oublie quelque chose, Véronique? Si c'est le cas, Non, c'est bon. me corriges. Donc ça, c'est des devoirs que vous rendez qui ne sont pas notés parce que pédagogiquement, on considère que ce n'est pas intéressant. Le but, c'est de vous faire progresser, de vous donner des conseils, pas de vous noter. On a des concours blancs qui servent à vous noter. Et donc, ces devoirs que vous rendez, on vous les corrige, on vous donne une copie à noter qui permet de savoir ce que vous avez bien fait, ce que vous avez moins bien fait. Et ça, c'est essentiel parce que ça s'articule dans une progression pédagogique. Donc, vous avez les devoirs, vous avez les TD qui sont chaque semaine. Et à côté de ça, le point suivant, alors qui n'est pas le point suivant, pardon, mais du coup, je vais te demander d'en afficher 2, Véronique, parce que je vais un peu dans le désordre, c'est les concours blancs. J'aurais dû préparer différemment ma diapo. C'est pas grave. Du coup, les concours blancs, donc on articule toute la progression autour de ça. TD, devoir, concours blanc. Et grâce à ça, vous avez normalement les armes pour vous préparer. Alors bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut de notre côté, avoir les enseignants les plus bienveillants, des enseignants très compétents. Évidemment, le CRP est un concours qui demande beaucoup de travail et c'est là où c'est à vous de jouer pour cette partie-là.
Donc, je reviens au point précédent qui était la troisième épreuve. C'est un peu ce que j'avais déjà dit précédemment pour les présentiels. On a le même fonctionnement. On va fonctionner avec deux matières que vous allez choisir, une majeure, une mineure. Je ne vais pas m'étaler un peu plus là-dessus, on en a déjà parlé. Évidemment, ce n'est pas parce que vous faites du e-learning qu'on va changer les bases de ce qui fonctionne et ce qui vous aide à réussir le concours, c'est qu'on va vous donner, j'avais cru le voir s'afficher, il a disparu, les conseils stratégiques. Véronique me fait des blagues pour voir si je me perds, mais tu ne m'auras pas comme ça. Évidemment, stratégie concours, c'est encore le cœur. Et comment est-ce qu'on fait pour vous donner autant de conseils? On le fait évidemment dans les TD, mais ça, c'est le dernier point qu'on va afficher. Et comme ça, après, je pourrais presque laisser Véronique tranquille. Ce sont les forums. Vous avez des forums. Alors moi, je suis abonné à tous les forums. Je reçois toutes les notifications. Il y a une quantité de questions très importante qui est posée. Il n'y a aucune question que l'on laisse sans réponse. Et en plus, les temps de réponse sont extrêmement rapides. Quand je vois des fois le lundi, en ouvrant mes mails, qu'il y a des réponses qui ont été faites le dimanche ou même des fois des jours fériés, je peux vous dire qu'on a des équipes qui sont très impliquées et du coup, vous aurez des réponses à vos questions. Donc voilà un peu pour vous présenter comment on travaille, en tout cas comment on fera pour les épreuves d'admissibilité. Et le dernier point, je crois que j'ai vu, je vois il y a des discussions dans le chat autour de ça. C'est le dernier point affiché, c'est les financements possibles. Oui. Alors effectivement, cette année, et ce sera encore le cas l'année prochaine, on est éligible au CPF. Donc si vous avez mon compte formation… C'est pas Pôle emploi, c'est ce que je disais que tu pouvais répondre parce que moi là, je n'ai pas pu répondre. Oui, alors effectivement, pour répondre à ça, donc on a plusieurs modes de financement. Ça peut être du CPF pur, vous mobilisez tout ce que vous avez. Si vous avez de quoi payer toute la formation, vous n'avez rien à payer, sinon vous payez une partie. Ça peut être du CPF où vous passez par Pôle emploi. Des fois, Pôle emploi vous demande de faire appel à votre CPF et ils peuvent compléter avec une demande d'abondement. Des fois, c'est un financement uniquement Pôle emploi. Il peut y avoir aussi des financements entreprises. Donc, il y a tout un tas de solutions qui existent. CPF, Nicolas, je te reprends. Que veut dire CPF? Pardon, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Quand vous travaillez dans une entreprise privée, chaque année, vous cumulez des droits qui sont calculés en euros et que vous pouvez dépenser sur des formations qui sont justement éligibles au CPF. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ça. Et du coup, je vais laisser Véronique reprendre la parole. Alors, j'ai une question sur j'ai vu passer quelques questions sur le français concernant ce qu'il fallait travailler concernant la culture littéraire. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de revoir votre histoire littéraire déjà, de lire des textes littéraires. Vous avez des petits ouvrages. Alors, c'est des petits ouvrages qui sont un petit peu ludiques, mais qui permettent d'avoir une vision des grands textes, des grands classiques. Et puis, voilà, c'est pas tellement du lexique, parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui passaient sur le lexique, c'est au départ avoir une culture littéraire, être capable de situer un auteur dans son courant, parce que quand on arrive à le situer dans son courant, on comprend beaucoup mieux comment se positionne sa pensée. Donc, c'est plus ça. Quant à l'épreuve de texte, j'ai vu passer des questions sur l'épreuve de texte. On n'en sait pas beaucoup, vous savez. Donc, on va avoir un texte, on aura une question sur ce texte et cette question sera suffisamment large pour que l'on puisse déjà avoir des bases dans le texte. Et après, il faudra s'appuyer, à mon avis, sur notre culture pour pouvoir compléter la réflexion sur lequel le texte nous orientera. Et pour compléter ce que tu dis, Véronique, d'ailleurs, je ne pense pas que ça s'oriente vers un truc trop argumentatif, mais par contre, les rajouts personnels qui vont être faits dans le commentaire de texte vont certainement être axés, comme tu dis, sur la culture littéraire. Et c'est pour ça que, tu vois, par rapport à ce que tu disais, comment enrichir la culture littéraire, je vois autant pour les gens en reconversion professionnelle que nos étudiants qui sortent des diplômes. Moi, j'ai fait la chose suivante. En fait, tu connais très bien les manuels, je pense, Hachette, Tattier, qui se faisaient déjà il y a quelques années. C'est vraiment très complet. Et quand tu t'aperçois qu'il fonctionnait siècle par siècle, tu t'aperçois que dedans, tu as des extraits de chaque écrivain. Et comme on ne sait pas sur qui ils vont tomber, on ne peut pas leur faire lire les essais de Montaigne. Si ce n'est pas Montaigne qui tombe, c'est trop risqué. Alors que là, en fait, par page, tu as du Diderot, du Voltaire, du machin, du truc, siècle par siècle. Ils auront lu tout le monde. Ils vont forcément tomber sur l'un d'entre eux. Moi, j'ai fait faire ça à mes étudiants cette année. Ça leur donne une bonne culture littéraire. Ils auront épluché à peu près tout le monde. Les gens parlaient du lexique dans le chat. Ça leur permet aussi de se conformer un petit peu
peu au lexique qui est présent dans ces textes-là, surtout fait. quand tu as le manuel du XVIe siècle, enfin, tu as Rabelais, Montaigne, etc. C'est-à-dire, ce Bah, tu sont nos t'accoutumes. anciens La Gare des Michards qui ont été réédités. Ah, exactement, voilà. Et là, en fait, bah, quelque part, c'est l'outil de révision idéal parce que tu Oui, t'accoutumes à chaque tout à fait. auteur et à leur vocabulaire. Tout à fait. Après, tu en as qui sont un petit peu plus accessibles parce que tu Oui. admettras que les La Gare des Michards, ils sont costauds quand même. Ouais, c'est ça, c'est assez dense. Hachette, Tatier, Nathan, tu avais des choses qui étaient pas trop mal et un peu moins épaisses C'est et ça. plutôt bien faites. Bah, ça, Ouais. honnêtement, c'est un bon outil, ça. Ouais, exactement. Moi, j'en ai vu passer qui étaient moins rébarbatifs. Oui, voilà, ouais, moins rébarbatif et moins épais. Et par contre, bah, à l'arrivée, tu avais à peu près une page par auteur, enfin un extrait de chacun de ces auteurs. Bon, tu t'accoutumais à chacun, en fait, hein, et ça te permettait d'être prêt le jour J parce que tu allais forcément tomber sur l'un d'entre eux. Mais moi, je te rejoins, même si on fait des suppositions. Mais je pense que toute la connaissance littéraire qu'ils apporteront dans le commentaire sera forcément une plus-value. Ouais, tout à fait. Ça sera vraiment des points bonus, exactement. Bien sûr. Voilà, surtout que voilà, il y a beaucoup de gens qui se présentent et qui n'ont pas cette connaissance littéraire et ça vous permettra de faire la différence puisque c'est un concours et que l'objectif, c'est de faire la différence. Oui, puis c'est malheureux, je rejoins un truc que Nicolas évoquait tout à l'heure, c'est pas toujours assez conscientisé l'importance déjà de l'orthographe, tu en parlais Nicolas, et donc à quel point vraiment je mets ça en avant dès le début de l'année, parce qu'on a un devoir d'exemplarité, hein. Quand on va être professeur des écoles, au niveau de l'orthographe, ça c'est imparable, il faut être vraiment exemplaire, donc déjà quand on passe au concours, il faut l'être aussi, hein. Donc du coup ça c'est une évidence totale, d'où l'importance du projet Voltaire, de choses comme ça, et puis à côté pour la culture littéraire, c'est la même chose, j'essaye de les évaluer en tout début d'année pour voir où on se situe, que ce soit des gens en reconversion professionnelle ou des étudiants. Et là, on voit qu'il y a vraiment une remise à niveau à faire aux deux niveaux et on passe par ce genre de technique. Enfin, moi, j'ai étudié, vraiment, je suis passé par cette technique cette année, ça marchait très bien. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que… Et puis, là où je rebondis, c'est sur l'exemplarité au niveau de l'orthographe et de la syntaxe. Ah, tout à fait. Moi, il y a des moments, je ne suis pas très gentille, mais il m'arrive dans un moment de désespoir de dire à mes étudiants que j'ai eu des CM2 qui écrivaient mieux. Hein. Bah, écoute, c'est malheureux, mais je vois par exemple, comme la syntaxe a rattrapé l'orthographe, là par contre, c'est assez générationnel sur la génération actuelle et qui écrivent énormément comme ils parlent. L'autre jour, j'ai une élève qui m'a fait une phrase, mais de 17 lignes sans virgule et qui était en langage oralisant partout, et alors qu'elle était en première année, hein, elle était vraiment pour passer notre concours. Et j'ai dit, mais tu tournes à combien de SMS par jour? Elle m'a dit entre 500 et 1000. Je dis, bon, en gros, tu as perdu ton contact avec l'écrit normal. L'écrit n'est plus que celui justement des SMS ou des emails, etc. Il faut te réaccoutumer à lire de l'écrit normal et là, on est passé par des lectures. On a de toute façon, on est des modèles. Je veux dire, c'est marqué dans les programmes. Le modèle langagier de l'enseignant est essentiel. Ouais, voilà, l'exemplarité. Bon, alors, donc c'est ce que tu mettais en bas et que j'étais un petit peu en retard, Nicolas. Nous avons effectivement des financements possibles. Alors, voilà pour les épreuves d'admissibilité. Est-ce qu'on peut passer aux épreuves d'admission? Oui, bien sûr. Alors, les épreuves d'admission sont au nombre de 2. Nous avons cette fameuse épreuve de leçon qui nous permettrait très lointain de se rapprocher de l'aspect didactique. Alors, en mathématiques, très peu, parce qu'en fait, en mathématiques, jusqu'à présent, il n'y a pas besoin de monter des séances ou des séquences. Hein. Là, on va véritablement vous demander cela. Et puis, en français, même si on s'en approche, ça va être quand même beaucoup plus précis. Cette épreuve, elle va se composer avec une préparation de 2 heures où vous allez préparer votre leçon de français et de mathématiques. Une fois que vous aurez préparé vos 2 leçons, vous allez avoir 1 heure d'épreuve. Le français, vous allez avoir 30 minutes et les mathématiques, 30 minutes. Vous aurez entre 10 et 15 minutes où vous allez exposer. Et le temps restant, entre 20 et 15 minutes, ce sera l'entretien avec votre jury. Même chose pour les mathématiques. Dès que vous avez fini le français, vous enchaînez avec le même jury, dans le même moment, votre exposé, votre leçon en fait en mathématiques. Et nous aurons encore, suivant le temps que vous aurez mis, de toute façon, l'épreuve dure 30 minutes. Donc, si vous ne passez que 10 minutes en exposé, vous aurez 20 minutes en entretien. Voilà. Ce qui nous fait une épreuve de leçon de 1 heure avec une préparation de 2 heures. Cette épreuve de leçon, on va vous demander de concevoir et d'animer une séance d'enseignement à l'école primaire. Donc, sur quoi allez-vous être évalué? Sur la maîtrise disciplinaire, encore. D'accord? Donc, on voit combien, effectivement, on a cette notion de savoir. Et également sur la maîtrise des compétences pédagogiques. Ce concours est quand même extrêmement pré-professionnalisant. Donc, on va quand même vérifier déjà si vous avez réfléchi sur la pédagogie.
On va donc vous proposer 2 sujets, un sujet en français, un sujet en mathématiques. On vous proposera la période et on vous proposera le niveau de classe. En tout cas, c'est ce qu'ils prévoient. Après, on verra ce qu'ils vont proposer. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit dans le décret. Et vous allez avoir ce qu'on appelle un dossier jury, c'est-à-dire un dossier que va vous donner le jury et qui comportera 4 documents maximum de nature extrêmement variée, des supports pédagogiques, des extraits de manuels, des traces écrites d'élèves, des extraits des programmes, des fiches de prep, des fiches de programmation, des fiches de programme. Enfin bref, vous allez avoir 4 documents maximum. Alors, ce sont des documents, donc ça ne nous dit pas de combien de pages. On est bien d'accord, hein, donc ça peut être un document qui peut faire plusieurs pages. Donc, il va falloir aller très, très vite pour le préparer parce que globalement, vous avez 1 heure pour préparer le français, 1 heure pour préparer les mathématiques. Donc, il ne va pas falloir perdre de temps. Et ensuite, à partir du sujet qu'on vous aura donné et de ce dossier jury, eh bien, vous allez construire un déroulé de séance d'enseignement. Et donc, pendant les 10-15 minutes, vous allez présenter les composantes pédagogiques et didactiques, vous allez présenter les leçons et leur déroulement. Et ensuite, pendant le temps où le jury va vous interroger, il reviendra sur ce que vous avez proposé, il vous demandera des précisions, il vous demandera d'approfondir. S'il y a des choses que vous avez faites et qui ne sont pas pertinentes, il reviendra sur ce que vous avez fait pour essayer en fait de voir si... Vous savez, les jurys sont souvent là pour vous aider. Et puis après, il peut aller beaucoup plus loin que ce qui aura été posé. Il peut vous demander ce que vous en proposeriez dans un niveau supérieur, ce que vous auriez mis en place dans un niveau inférieur. Donc, on va avoir une dimension un peu longitudinale. Donc, voilà. Et ça va être le cas donc en mathématiques et en français, ce qui fait qu'effectivement, c'est une véritable leçon et on vous demande de vous positionner en tant que professeur. Donc, 2+1 au niveau de la préparation, une note sur 20, 10 points réservés au français, 10 points réservés aux mathématiques. La note éliminatoire, ce coup-ci, c'est le 0. Et alors, ce qui est énorme, bien évidemment, c'est que vous allez avoir un coef 4. Est-ce que vous vous rendez compte du poids du coef par rapport à cette épreuve de leçon? Donc, elle est absolument essentielle. C'est bon, Nicolas? C'est tout bon, oui. Alors, après, on va avoir cette épreuve d'entretien qui évoque le PS et la CSE. Alors, il n'y a plus que le PS on va vous donner un dossier jury pour le PS et vous aurez 30 minutes pour le préparer. Une fois que vous aurez préparé votre PS, eh bien, vous allez avoir un oral de 30 minutes et ensuite, vous aurez les motivations qui, elles, vont durer, motivation et mise en situation professionnelle qui vont durer 35 minutes. L'exposé en EPS, c'est 15 minutes au maximum et l'entretien, ce sera le temps restant. Dans tous les cas, comme pour la leçon, il faut que ça fasse 30 minutes. Donc, ça va se répartir entre le temps que vous avez mis à l'exposé, mais il ne doit pas dépasser les 15 minutes. Et ensuite, vous avez un entretien. Et après, et c'est ça qui est difficile aussi au concours, mais c'est le cas encore aujourd'hui, hein. Quelle que soit la façon dont s'est passé le PS, vous enchaînez instantanément avec donc la grande... en fait, ça, c'est véritablement nouveau. On va vous interroger sur vos motivations. Donc, avant de vous interroger, il va falloir vous présenter. Vous allez vous présenter pendant 5 minutes et ensuite, pendant 10 minutes, il y aura un échange qui va se faire avec votre jury et qui va rebondir sur ce que vous avez mis durant votre présentation. Moi, je trouve ça assez intéressant, en fait. Et ne paniquez pas, les gens qui sont en reconversion, parce que ça se construit, ça se réfléchit. Et il y a beaucoup de choses qui sont très positives. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais été dans l'enseignement que vos compétences professionnelles ne sont pas à valoriser. Et nous le savons, hein, il y a beaucoup de gens en reconversion qui s'orientent vers ce métier. Et une fois que vous aurez passé ces 15 minutes, eh bien, on va vous proposer 2 mises en situation professionnelle qui, elles, dureront 20 minutes. Ces mises en situation professionnelle me font un petit peu penser à l'épreuve Agir en fonctionnaire de l'État. Donc, et là, ce sera 1h05. Alors, si on détaille, en EPS, on va vous donner un sujet jury, un dossier jury, c'est-à-dire que c'est le jury qui vous propose un sujet, comme c'est le cas maintenant. On va vous donner un contexte d'enseignement, les objectifs d'acquisition pour la séance. Et donc, vous, pendant ces 15 minutes maximum, vous allez choisir le champ d'apprentissage, vous allez choisir l'activité. La notion d'APSA, en fait, qui était imposée par Académie, a disparu. Et vous allez devoir élaborer une proposition de situation d'apprentissage.
Pendant le temps restant, eh bien, le jury va vous interroger et pendant qu'il va vous interroger, vous allez devoir montrer vos connaissances scientifiques et là, ça revient à 2 reprises dans le décret développement et psychologie de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui revient 2 fois. Donc, il va falloir véritablement que vous réfléchissiez à tout ce qui est les stades de développement, la psychologie de l'enfant. On le traite déjà, mais il va peut-être falloir le traiter un peu plus. Et puis après, eh bien, tout ce qui est sécurité, on aura ici des questions très institutionnelles sur intégrer la sécurité, justifier ses choix, mais aussi les enjeux de l'EPS. C'est très important, l'EPS à l'école. Et là, eh bien, on va avoir un véritable questionnement sur les enjeux de l'EPS à l'école. C'est bon? C'est tout bon, oui. Bien. Quant aux motivations, donc vous allez exposer vos motivations pendant 5 minutes, ça se prépare, évidemment, on est là pour ça. Vous répondrez aux questions du jury. Et puis ensuite, on va avoir 2 mises en situation professionnelle. Une mise en situation professionnelle qui portera sur un enseignement et une mise en situation professionnelle qui portera sur la vie scolaire. Je pense qu'on va vous donner, comme on nous donnait à l'époque, des petits cas pratiques, des petites études de cas, une petite situation de classe, une petite situation de cours, par exemple, et on va vous demander comment vous réagiriez. Donc, pour les motivations, vous vous présentez pendant 5 minutes, vous présentez votre parcours, vos expériences, vous valorisez la recherche, vous valorisez votre enseignement, vous valorisez vos stages, vous valorisez votre engagement associatif. Mais je vous le répète, c'est quelque chose qui se prépare. Donc là, dans votre parcours, il y a forcément des choses qui seront à valoriser. Et une fois que c'est fini, nous aurons nos 2 mises en situation. Alors, quand on regarde ce qui nous marque dans le décret, nous reconnaissons quand même bien notre CSE, les valeurs de la République et cette laïcité qui aujourd'hui est fondamentale. Il faut vraiment y réfléchir, il faut vraiment savoir ce qu'on entend par laïcité. La laïcité, la neutralité, ce sont des choses très importantes. Les droits et les obligations du fonctionnaire en particulier, du professeur en général, je dirais, et du professeur en particulier. Tout ce qui est la lutte contre les discriminations et les stéréotypes qui reviennent chaque année dans les circulaires de rentrée. La promotion de l'égalité, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et puis, bien évidemment, eh bien, tout ce qui est valeur de la République, exigence. Donc, en fait, là, vous allez devoir vous positionner en futur agent de l'État, mais pas n'importe quel agent de l'État, un agent de l'État qui va devoir intervenir auprès de la jeunesse et qui va devoir avoir un rôle éducatif, un rôle instructif et qui vise à former le futur citoyen. Donc, on reconnaît bien ici notre idée de agir en fonctionnaire. La durée, donc nous l'avons vu, 1h05, une note sur 20, une note éliminatoire à 0 et là aussi, eh bien, un coef 2. Donc c'est un coef qui est certes moindre que la leçon, mais qui porte à beaucoup le poids des épreuves d'admission. Et donc, on reprend. Si nous regardons ce qui ne change pas, eh bien, ce qui ne change pas véritablement, c'est la connaissance de l'EPS. C'est toujours monstrueux. Hein. Je ne sais pas si vous savez, les filles là, qui préparaient déjà le concours, ou même les garçons, vous savez que l'EPS, c'est vraiment énorme. Et encore, on est limité à 4 APSA. Mais le programme est vraiment très, très important. Ben, ça ne change pas. La connaissance du système éducatif ne change pas non plus. Il faudra que vous connaissiez effectivement toute l'évolution, tous les textes. L'entretien et l'échange avec le jury qui sont aujourd'hui à l'oral très très importants, ça va rester. La capacité à se projeter sur une profession et à prendre du recul. Donc ça restera quelque chose d'extrêmement attendu et ça l'est aujourd'hui. Ce sont en fait les axes qui vous permettent aujourd'hui de réussir votre oral. Ce qui change, ce sont ces fameuses motivations. C'est l'important de s'accorder à la connaissance de l'enfant. Mais ça aussi, on n'est pas étonné parce que dans les rapports de jury, les jurys regrettaient vraiment que les candidats aient très, très peu de connaissances sur le stade de développement de l'enfant, ce qui fait que par moment, ils proposent des activités qui ne sont absolument pas réalisables pour des enfants en fonction de leur âge. Cette fameuse disparition du dossier, puisque vous savez qu'en CSE, aujourd'hui, on a un dossier à préparer. Donc, ce qui fait que le dossier disparaît, l'exposé disparaît, et qu'il va falloir que vous soyez en improvisation sur les 2 situations que le jury va vous proposer. Donc, écoutez, un enseignant, il est tout le temps en impro, et là, on va voir vos capacités à pouvoir d'emblée donner des réponses sans avoir eu de temps de préparation. Et puis, eh bien, la préparation maintenant qui est plus que limitée à l'EPS, puisqu'aujourd'hui encore, là, pour cette session, c'est 3 heures de préparation. Là, maintenant, vous n'avez plus qu'une demi-heure et il n'y a plus que l'EPS qui se prépare.
Voilà. Donc, si je reviens à quelle sera la place de la didactique, eh bien, nous l'avons vu pour l'admissibilité. Quand on regarde l'admission, on a cette épreuve de leçon en maths et en français, en entretien avec le PS, mais aussi en mise en situation professionnelle. Vous pouvez très bien avoir de la didactique dans la situation d'enseignement. Ce qui fait que pour la leçon, eh bien, il va falloir présenter les composantes pédagogiques, didactiques, donc une bonne connaissance en didactique. Pour le PS, ça ne change pas. Toujours connaître les champs d'apprentissage, être capable d'élaborer des situations d'apprentissage. Donc, on s'aperçoit que la didactique reste extrêmement présente. On le dit, je l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, une visée délibérément pré-professionnalisante déjà d'emblée dans le concours. Donc, si une fois que je vous ai présenté tout cela, nous demandons le poids des oraux par rapport aux écrits, ben c'est très simple. On a le français qui est sur 20, qui est un coef 1, les maths sur 20, un coef 1, le domaine d'application sur 20, un coef 1, on a une note sur 60 et ça fait à peu près un tiers de la note. Quand on regarde les oraux, on a notre preuve de leçon qui est sur 20, mais en coef 4, donc ça la fait sur 80. On est d'accord, Nicolas ? Nicolas, tu es avec nous? Absolument. On a notre épreuve d'entretien. Comment? Non, tu ne m'as pas entendu? Non, je ne t'ai pas entendu. Non, tu vois, en plus, en tant que scientifique, je confirmais ton calcul. Merci. On a notre épreuve d'entretien qui est sur 20, mais qui est en coef 2. Donc, globalement, eh bien, si vous faites une multiplication, vous apercevez que l'épreuve d'admission, elle est sur 120. Eh bien, sur 120, ça fait 2 tiers de la note. Alors, vous allez dire, oui, les oraux sont importants, mais n'oubliez pas que les écrits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le sésame pour aller à l'oral, ce qui fait qu'il ne faut surtout pas les négliger, parce qu'il ne sert à rien de travailler les épreuves, l'épreuve de leçon et d'entretien à fond si vous ne passez pas le cap des écrits. Mais malgré tout, avec un coef 1 et une note qui est éliminatoire à 5, alors que c'est un essai 8 quand même, on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de chances de passer le cap de l'admissibilité. Mais ça reste quand même important. Il va falloir le travailler avec soin parce que c'est un tiers de la note et c'est surtout le sésame pour pouvoir aller à l'oral. Nicolas, des questions? Alors, il y a des questions qui anticipent sur ce qui va venir par rapport à l'épreuve optionnelle de langue. On y va alors. Moi, je te propose… Ah oui, alors on s'était posé la petite question, est-ce que cette réforme favorise le master math? J'en ai vu passer. Je vais vous dire, pas plus qu'à l'heure actuelle. Pour moi, je veux dire que quand vous passez un master MEF, vous avez des avantages, c'est vrai, mais par moment, vous êtes tellement concentré dans la validation de votre master que ça se fait un peu au détriment du concours. Lorsqu'on a n'importe quel master et qu'on prépare que le concours, eh bien, on est beaucoup plus dans le concours. Donc, je n'ai pas l'impression qu'elle va être plus favorable qu'à l'heure actuelle, en tout cas, ça ne l'est pour quand on est dans un parcours MEF. Et j'ai vu des questions qui passaient. Le concours étant un concours pour le moment de la fonction publique, il est ouvert à n'importe quel bac plus 5. Du moment que vous validez un bac plus 5, vous pouvez présenter le concours. C'est bon, Nicolas? C'est bon, merci. Alors, la fameuse épreuve facultative de langue vivante étrangère. Vous allez avoir le choix entre 4 langues, anglais, allemand, italien, espagnol, que Mission CRPE vous proposera en option, bien évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas l'inclure directement, parce que tout le monde ne pourra pas le mettre, hein, ne pourra pas le prendre. Donc, en tout cas, nous, on va vous proposer les 4 langues. Encore une fois, vous allez avoir un dossier jury qui, cette fois-ci, ne nous parle pas en termes de documents, mais en termes de pages. Ce seront 2 pages au maximum. Alors, ça peut être une séance ou un déroulé de séance ou de séquence, ça peut être un document d'évaluation, ça peut être des productions d'élèves, des extraits de manuels, enfin, ça peut être très, très vaste, comme d'habitude pour toutes les épreuves, en fait. On va donc, vous allez avoir un échange dans la langue choisie, dans lequel vous allez rapidement vous présenter et présenter les documents. Donc ça va se faire dans la langue que vous aurez choisie et ça va durer 10 minutes. Puis après, vous allez avoir l'exposé en français. Cet exposé en français, vous allez donc là, par contre, montrer comment vous exploiteriez les documents, le fameux dossier jury de 2 pages, quels sont les objectifs que vous allez poursuivre. En fait, vous allez monter tout simplement soit une séquence, soit une séance en fonction des documents dans la langue. Ça durera 10 minutes, donc ça, c'est en français.
et vous reviendrez dans la langue choisie pour avoir un échange qui va durer 10 minutes par rapport à ce que vous aurez proposé. Le jury, comme d'habitude, va rebondir sur ce que vous aurez proposé et peut-être ira un petit peu plus loin et sortira peut-être du document que vous aviez. Donc voilà, on a une épreuve qui dure une demi-heure. Je ne l'ai pas marqué, mais vous avez une demi-heure de préparation. Donc ça va très vite, hein. Vous arrivez, on vous donne votre dossier, une demi-heure pour préparer. Vous présentez pendant une demi-heure. La note, elle est sur 20. C'est un COEF 1 et comme c'est optionnel, on ne prend que les points au-dessus de la moyenne. Vous avez droit à un dictionnaire unilingue ou bilingue. Voilà. Donc, question, quelle stratégie adopter? Je n'ai pas le bon diaporama, je ne comprends pas pourquoi. Nicolas. Alors, la stratégie à adopter, eh bien, c'est un niveau B2. Si c'est un niveau B2, ça signifie que c'est un niveau exigeant, ce qui veut dire que théoriquement, Nicolas, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est le niveau qu'ils sont supposés avoir quand ils sortent du lycée. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais alors, je vais essayer d'aller vers mon diaporama parce que oui, en fait, j'ai glissé ma slide au mauvais endroit. Peut-être que tu la trouveras juste après. C'est pas bien grave. Je vais moi essayer de retourner. Je vais retourner à la bonne slide. Ou pas, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'est un niveau B2. Un niveau B2, c'est quand même un niveau qui est, voilà, il est là, je l'ai. Voilà, le niveau B2, non, je ne l'ai pas. Hop, 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 il ne veut pas, donc je vais venir ici, voilà. Donc le niveau B2, c'est un utilisateur indépendant, niveau avancé. Donc ça veut dire quoi concrètement? Qu'il faut que vous soyez capable de comprendre un contenu de sujet concret ou abstrait dans un texte complexe, y compris un texte technique, que vous communiquiez avec aisance, avec spontanéité, que vous soyez capable d'avoir une expression claire sur une grande gamme de sujets. Donc, quelle stratégie adopter? On va être clair. Si vous n'avez pas le niveau B2, vous laissez tomber. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Je m'adresse au prof parce que… Pour avoir enseigné les langues pendant 10 ans, effectivement, le niveau B2, c'est un niveau exigeant. Ce que j'expliquais tout à l'heure à Véronique pour schématiser, c'est que le niveau B1, c'est le niveau de survie dans un pays étranger où on est capable de réserver un hôtel, commander à manger. Le niveau B2, il y a toujours un gouffre quand on prépare les étudiants au niveau B2. En termes de connaissances, on commence à arriver effectivement sur du vocabulaire plus complexe, un niveau de maîtrise de la langue qui est plus important, une fluidité aussi dans la parole. Et ça, je pense que ça ne va pas pardonner. Et il faut que vous soyez stratégique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un niveau suffisant, vous risquez de perdre du temps. On vous a montré qu'il y avait énormément de choses à travailler. Ce serait dommage de vous disperser sur ça. Alors, on voit un peu les profils cette année des étudiants qui, en dossier professionnel, ont pris les langues étrangères. Souvent, c'est des gens qui sont bilingues, qui ont vécu pendant plusieurs années dans un pays dont ils pour préparer l'épreuve, dont ils choisissent la langue. Voilà, donc je confirme ce que Véronique dit pour faire. Même si c'est optionnel, ne vous dites pas, oh, j'ai rien à perdre, parce que voilà, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps. Vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, c'est vrai que ce serait tentant en se disant, j'ai pas de points à perdre, mais dans tous les cas, si vous serez tenté de préparer, et si vous n'avez pas le niveau à la base, ce n'est peut-être pas très stratégique de vouloir le prendre. Alors, je crois que c'est à moi de reprendre la suite. Oui. Bon, du coup, je viens de voir les dernières questions qui sont arrivées sur le chat. Je ne vous ai pas encore répondu. On y reviendra ou Véronique répondra à celle qu'elle pourra. Mais comme en plus, je lui demande de passer le diapo en même temps, c'est un exercice périlleux. Donc, qu'est-ce que nous, on vous propose justement pour vous préparer à ces épreuves d'admission qu'on vient de vous décrire? Alors, toujours la même chose. Je vais vous détailler les deux formules, la formule en classe et la formule en ligne. Donc, on commence évidemment en classe, c'est toujours la même chose, c'est les matières qui changent, mais c'est des cours présentiels, des exercices. De la même manière, comme vous l'avez compris, on va vous faire travailler les contenus disciplinaires et les contenus didactiques, évidemment en insistant encore plus sur la didactique, parce qu'on vous a dit c'est 80 points sur les 120 de l'oral que représente la didactique des maths et du français, la partie leçon. Donc ça, on ne va pas le négliger, on va bien insister là-dessus. Je me permets de préciser aussi des choses pour avoir beaucoup échangé avec les équipes lorsqu'on s'est penché sur notre préparation qu'on allait vous proposer. Ne négligez pas les contenus disciplinaires, puisque sans les contenus disciplinaires, si vous ne maîtrisez pas la discipline, vous ne pourrez pas l'enseigner. C'est bien beau d'avoir des connaissances didactiques, donc tout est lié. Et c'est ça le grand challenge du CRPE, c'est que vous avez besoin de mobiliser beaucoup de connaissances, à la fois
disciplinaire et à la fois didactique. À côté de ça, donc, on va vous préparer à l'entretien de motivation, puisque Véronique vous expliquait, c'est 5 minutes pendant lesquelles vous allez vous présenter et expliquer vos motivations. Vous avez également un document à remplir qui sera à envoyer au jury avant le concours et qui consulteront au moment de l'oral. Donc, évidemment, on va vous accompagner pour pouvoir préparer ce document. On va vous proposer aussi de faire des stages. Donc, on vous accompagne vraiment sur toutes les composantes. La partie suivante, c'est la partie sur les simulations d'oral, évidemment, puisqu'on parle d'épreuves d'admission qui sont à l'oral. On va vous préparer aux 2 épreuves, c'est-à-dire l'épreuve de leçons maths et français. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 2 épreuves qu'il y aura 2 simulations d'oral. On vous en fera faire en français et en mathématiques, évidemment. On vous fera faire une simulation d'oral en EPS. Vous aurez une simulation d'oral sur la partie motivation plus mise en situation professionnelle. On vous fait travailler tout, parce qu'on ne laisse pas ça au hasard. Il faut que vous ayez de l'entraînement. Je vous parlais de stratégie concours. Stratégie concours, c'est aussi savoir comment est-ce qu'on se comporte le jour d'un examen, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne sait plus faire, est-ce qu'on perd ses moyens, est-ce qu'au contraire, on met à profit tout ce qu'on a appris. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre moyen que vous tester pour savoir de quoi vous êtes capable. On retrouve également, comme précédemment, les entraînements qui sont en ligne avec les TD. Donc, toujours la même chose. Je vous disais qu'on allait avoir donc, des TD qui vont être chaque semaine disponibles en replay pour les étudiants en présentiel. On le fait dans toutes les matières. Donc, vous en aurez. Vous aurez également toujours les exercices en autocorrection. Donc, ce sont les 2 points suivants. Et évidemment, on reste sur ce qu'on vous disait tout à l'heure, et là je ne vais pas m'étaler plus, mais les conseils stratégiques concours, évidemment, des enseignants qui sont disponibles. Et évidemment, donc, ces questions que j'ai vues apparaître dans le chat, là, en option, on va vous proposer donc la langue, parce qu'effectivement, comme on disait avec Véronique, ce n'est pas tout le monde qui va être en mesure de choisir l'option langue. Donc ça, ce sera en fonction de vos profils. Et on veut aussi vous proposer un suivi de stage. Alors pareil, pourquoi on vous le propose en option? Parce qu'en fonction de vos profils, de votre expérience, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais pour ceux qui le souhaitent, et on le recommandera vivement, c'est aller dans des classes. Nous, on mettra des conventions de stage à disposition. Moi, j'en signe chaque semaine en ce moment. J'ai des étudiants qui m'en envoient, qu'on signe et qui vont dans des classes cette année pour tester leur dossier professionnel, mais l'année prochaine, ce sera pour se préparer et acquérir de l'expérience en vue de cette épreuve-là. Et l'idée, c'est que ces expériences-là, il faut les mettre en valeur, il faut les analyser, et donc on vous proposera un suivi qui va dans ce sens. Je sais que des enseignants comme Véronique le font déjà dans la préparation qu'on fait actuellement, notamment à Aix avec ses étudiants en présentiel, ou quand quelqu'un revient de stage, on mutualise tout ce qui a été dit, ils font part de leurs expériences, des tests de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ça permet de mettre à profit pour tout le monde. Donc là, on vous accompagnera. Après, ce sera votre choix de prendre ou pas cette option. Pour la formule en ligne, c'est pareil, on a des choses qui sont toujours là. C'est les fondements, les basiques sans lesquels vous ne pouvez pas être bien préparé. Des cours, des exercices en ligne, que ce soit en disciplinaire et en didactique, toujours les mêmes enjeux. Cette fois-ci, les TD, quand vous prenez la préparation en ligne, vous y assistez, je vais y arriver, vous y assistez en direct et vous posez les questions aux enseignants, vous avez la correction et évidemment, vous pouvez les revoir autant que vous voulez en replay. Ça fait partie de ce que vous avez à disposition. De la même manière, on vous prépare à l'entretien de motivation, le même suivi que je décrivais précédemment. Vous avez toujours des devoirs corrigés individuellement. Là, je vous disais avant, en tout début, si vous vous rappelez, je vous parlais des devoirs qu'on fait en CSA ou en EPS. Alors, on fait beaucoup de devoirs qui sont sous forme audio, où vous préparez comme si vous alliez passer l'entretien, vous enregistrez, ça vous permet de vous tester, parce que ces devoirs-là, comme je vous le disais avant, ce ne sont pas des concours blancs, ce ne sont pas des simulations d'oral, ce sont des petits pas qu'on fait pédagogiquement pour vous aider à progresser. Donc, on commence par, dans des conditions un peu plus faciles, vous présenter votre oral. Et puis après, quand on arrive aux choses sérieuses, on vous fait faire des simulations d'oral, qui est le point suivant. Donc évidemment, pareil, dans toutes les épreuves que vous aurez à l'oral. On continue à vous donner des conseils stratégiques en cours, c'est la même chose. Les forums restent disponibles, parce que je vous parlais des forums dans les épreuves pour les épreuves d'admissibilité, il y en a aussi pour les épreuves d'admission. Donc vous pouvez poser toutes vos questions aussi 24 heures sur 24. Et de la même manière que pour les étudiants en présentiel, vous pourrez décider si vous voulez prendre une langue en option et si vous voulez prendre un suivi de stage. Voilà ce qu'on va vous proposer. Et de la même manière, je vous parlais tout à l'heure
excusez-moi, je suis un petit peu enroué, le CPF, le Pôle emploi, les financements entreprises, tout ça reste possible. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, on a quand même pas mal de choses sur le site de Mission CRPE. Vous allez dans la rubrique financement et vous verrez tout ça. Voilà, je redonne. Alors non, je ne redonne pas la parole puisque ça, c'était la partie dont on parlait tout à l'heure. On a fini. Je Le pense niveau B2. que, en fait, globalement, l'idée, c'est. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, j'ai vu défiler plusieurs fois la question sur la concours externe ou concours public. Pardon, ou troisième concours. Le concours externe, il est réservé aux gens qui ont un Master 2 ou qui sont parents de 3 enfants. Donc ça, c'est le concours externe. Le concours troisième voie, c'est si vous disposez de 5 ans dans le privé. Dans le privé, il ne faut pas que vous ayez été dans la fonction publique de 5 ans. Le concours reste visiblement ouvert aux sportifs de haut niveau et là, ce sera le concours externe. Alors, je vois aussi des questions. Je vais me permettre de répondre aussi à celle-là. Il y a Louis qui demandait si on peut intégrer notre prépa avec une licence où il faut avoir un master. J'étais en train de répondre, mais l'ordinateur, tu sais, le chat m'a fait une blague et je n'ai pas pu finir ma réponse. Mais je pense que ce qu'on peut dire à Louis, c'est quand même l'important, c'est d'avoir en fait le niveau nécessaire en fonction du concours que vous allez passer. Si vous passez le concours externe, il faut répondre aux exigences du concours externe. C'est ça. S'il passe le concours externe, il lui faut un master. Je pense qu'on doit pouvoir être en M2. Si c'était comme c'était avant, vous pouvez valider votre M2 l'année où vous validez le concours. Là, il n'y a pas de problème. Mais l'option qu'on a cette année de savoir, je suis en M1, je peux déjà passer le concours en M1, ça, d'après ce que j'ai compris, c'est fini. Donc, il faudra soit, voilà, je suis là, soit avoir le M2, soit être en cours de M2. Alors, j'ai vu une main levée, Nadège et Cédric Akoteg. Alors, le nom est coupé. Si vous voulez partager votre question avec nous, on pourra vous répondre évidemment. Alors, je regarde aussi, j'en profite pour regarder s'il y a d'autres questions. On demande combien de fois au maximum peut-on passer le concours? Oh, écoutez, si vous êtes courageux, vous pouvez le passer toute votre vie. Il y a un moment, il faut quand même se poser des questions. Mais bon. Question d'Olivier sur les programmes de maternelle et de primaire cette année. Est-ce que les programmes ont changé? Non, alors maternelle, oui. Hein. Vous savez qu'on a dans les tuyaux, là, ce qui fait bondir les syndicats, hein, on a le programme de maternelle qui est en train de changer. Donc, c'était des programmes de 2015. Vous savez qu'en 2020, ils ont été un petit peu consolidés. Et il y a de fortes probabilités que les programmes de maternelle changent dès la rentrée. Pour l'école élémentaire, pas pour le moment, mais c'est bon. Il est clair que la maternelle, en devenant obligatoire, on se doutait bien que les programmes allaient effectivement changer. Et si vous allez sur le café pédagogique, si vous lisez les spécialistes de la maternelle, ils trouvent qu'il y a un véritable retour en arrière, alors que nos programmes 2015 étaient tellement bien faits. Alors, il y a une question aussi de Marine qui demande si quand on est suppléant, on a du CPF qui se cumule. Le CPF, c'est quand vous avez une expérience dans le privé. Alors, je prends un peu le temps de lire les questions. Alors, il y a Alexandre qui ne comprend pas la réponse. Alors, comme il y a à la fois le chat et à la fois les réponses de Véronique, pouvez-vous préciser un peu plus? Ils réussissent. Je suis en train de regarder les questions là aussi, moi. Alors après, sur les questions, quand on me demande le temps à consacrer à la préparation, on vous mentirait si on vous disait qu'il y a une certaine quantité de temps à passer. C'est énorme. Et voilà, je ne sais pas si Marion et Blandine sont toujours là parce qu'elles suivent la préparation en ligne en ce moment. C'est énorme le temps que vous allez y consacrer. Véritablement, moi, même en présentiel, souvent les étudiants, mais quand les étudiants me disent, vous nous l'aviez dit, mais on ne pensait pas que ce serait aussi important. C'est vraiment beaucoup de temps.
Pour les 5 ans, alors j'ai vu passer une question, quand vous avez, pour les 5 ans à temps complet, si vous avez fait, en fait, il faut que vous, en fait, c'est un cumul d'heures que vous allez devoir respecter. Donc, en fait, vos 5 ans, ce n'est pas 5 ans d'affilée, ça peut être 5 ans sur toute une carrière professionnelle. L'idée, c'est que vous ayez un volume d'heures qui correspond globalement à 5 ans. Donc ça, vous le verriez, vous allez le voir avec votre historique salarié. Et donc, Hugues, vous dites que vous avez une activité professionnelle à temps plein. En fait, la question, c'est quel temps libre vous avez à côté? Est-ce que vous avez une famille? Est-ce Et que puis, vous avez voilà, des exactement. activités? Qu'est-ce que vous allez mettre de côté pendant cette année? C'est vraiment un projet de vie. Si vous vivez avec quelqu'un, il y a Blandine qui dit énormément de temps pour répondre, Marion qui confirme effectivement, hein. Et ça va dépendre. C'est un projet de vie. Donc, si vous êtes en reconversion, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Vous savez, cette motivation, moi, je la trouve intéressante parce que peut-être que ça va écarter des gens qui sont un peu là par hasard. Parce que n'oubliez pas que, par exemple, dans mon académie, chaque année, on a environ 10% de démissions. C'est énorme. Ce sont des gens qui sont passés entre les mailles du filet. Alors peut-être qu'effectivement, la motivation permettra de pouvoir recruter des gens qui seront plus motivés. Donc tout ça pour dire que même si c'est une année difficile, c'est un projet de vie et que quand vous vous engagez dans cette préparation, eh bien, vous mettez un petit peu entre parenthèses beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et pour les mamans, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je sais qu'il m'arrive souvent de discuter en fin de soirée comme ça, quand j'ai fini mon cours avec des mamans. Il y a besoin d'avoir une soupape aussi, il y a besoin d'en parler parce que les gens ne comprennent pas non plus combien ce concours est difficile. Le CRPE encore, dans l'imaginaire, vous savez, dans l'imaginaire collectif, oh, le CRPE, c'est facile, mais c'est un concours extrêmement exigeant. Les gens ne comprennent pas tout le temps autour de vous combien ce concours est difficile. Donc, effectivement, est-ce que c'est compatible avec une activité pro à temps plein? Je vais vous le dire franchement, non. Moi, je sais que quand j'ai des gens qui ont voulu suivre, alors en présentiel, en distanciel, après, vous avez souvent vous lâcher. Mais les gens qui étaient à temps plein et qui ont voulu suivre la prépa, soit ont abandonné la prépa à un moment, soit ont dû poser des congés, soit ont dû effectivement. Il y a un moment où si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous n'y arriverez plus. Surtout si vous avez une vie de famille. Voilà. Après, effectivement, mais ça dépend aussi, Hugues, de votre capacité de travail. Moi, j'ai vu des gens qui étaient mais, des bourreaux de travail et qui y arrivaient, hein. Après, ça va dépendre de vous aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour des questions. N'hésitez pas non plus, après, en fonction de ce qui vous intéresse, si vous êtes intéressé pour ça. Je vois aborder quelque chose qui. Je m'excuse, Nicolas. Non, non, mais je t'en prie. Alexandre, je ne comprends pas pourquoi on doit s'entraîner sur des notions en français et en maths de collège et lycée que l'on n'abordera pas face à des élèves de primaire qui apprennent à compter et à lire. Alexandre, ce que vous dites là est terrible. C'est terrible parce que non, on n'apprend pas simplement aux élèves de primaire à compter et à lire. On a besoin de dominer nos connaissances, on a besoin d'avoir beaucoup de culture pour pouvoir transmettre cette culture à nos élèves. On a besoin. Là, ce que vous écrivez là, je trouve terrible que vous soyez dans une représentation de penser qu'on apprend simplement à compter et à lire aux élèves. Ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Voilà, je voulais juste rebondir sur cette remarque. Vous savez, cette remarque que vous avez, Alexandre, c'est exactement ce qui fait que les gens qui préparent le concours, par moments, se sentent incompris de leur entourage qui leur dit « Oh, c'est bon, pour apprendre à lire et à compter à des enfants, le concours ne doit pas être bien difficile. » Ne rentrez pas dans le concours avec cet a priori parce que je trouve ça difficile, en fait. Alors peut-être une dernière question à laquelle on pourrait répondre. Laurie qui pose des questions sur l'épreuve optionnelle de langue pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Il nous semble que par rapport à la mise en situation professionnelle qu'il y a cette année avec les domaines de langue qu'on peut choisir, ça ressemble a priori à ça. Tu me confirmes, Véronique? Tout à fait.
Ça ressemble, et puis oui, et puis ce sera, en fait, je pense que dans tous les cas, ce sera une leçon. On va vous donner les documents et ce sera comment vous les utiliseriez en classe, comment, voilà, ça peut être plusieurs documents, comment vous les organiseriez. Faites une fiche de prep, ou alors on va vous donner une fiche de prep avec 2 leçons et on vous demandera de la poursuivre. Ça va véritablement être de toute façon de la mise en application, hein. Tout à fait. Véronique, j'aurais peut-être une petite question à te poser. Donc, sachant que, alors, je t'explique, hein, c'est pas schizophrène, mais ma fille est à côté et elle va passer le concours. Donc, en fait, voilà pourquoi je pose aussi des questions. Elles viennent pas de moi, mais de ma fille. Donc, du coup, D'accord. alors en fait, elle a une question à te poser par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, le programme de maternelle est en cours de changement, tu en parlais. Oui. Elle aurait aimé savoir si tu as plus de précision là-dessus. Ben, oui, en fait, l'idée, c'est que c'est recentré sur les fondamentaux et d'après ce qui ressort des spécialistes, hein. Donc, moi, je suis allée lire ce que vont dire des gens qui. Ben, tu sais, les gens qu'on rencontrait, tu sais, qui signaient ces textes de la première épreuve, tu te rappelles, on t'en parlait tout à Oui, l'heure. tout à fait. Ouais. Sylvie Seb, je pense que ça te dit quelque chose. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, complètement. Ouais. Eh bien, elle s'insurge parce qu'en fait, on est en train de refaire. Quand on a passé la grande section, avant, la grande section était à cheval sur le cycle 1 et le cycle 2. Quand on l'a remise complètement au cycle 1, c'est parce qu'on ne voulait plus faire de la grande section l'antichambre du CP. Tu vois? Oui. Et là, en fait, ce qui ressort des gens, c'est que la grande section, on va vraiment commencer à leur apprendre à lire et à écrire. Donc, il y a tout ce temps de plaisir, tout ce temps de jeu, tout ce temps qui semble, d'après les spécialistes, avoir été mis un peu de côté au profit des fondamentaux. Il faut absolument qu'ils aient acquis la phonologie, qu'ils aient acquis ce genre de choses. Oui, c'est recentré sur les 3 apprentissages fondamentaux. Lire, écrire, compter. Oui, c'est vrai, ça avait été souligné. Et, mais il faut qu'elle aille voir ce qui se dit sur le café pédagogique parce qu'il y a plein d'articles de gens qui sont des pointures. Je veux dire, c'est pas, tu vois, c'est pas que les syndicalistes, hein. Ce sont des Tu as raison. spécialistes de l'école maternelle. Ces gens qui, en fait, disaient que les programmes 2015 étaient très bien et qui sont un petit peu déçus. Beaucoup disent que c'est un retour en arrière. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que ça confirme ce qu'on disait tous les deux tout à l'heure. Ouais. Pour ceux qui ont connu les 2 périodes, c'est un peu ce qu'on observe. Enfin, on revoit revenir des choses qu'on a déjà faites. Voilà. Et puis, voilà, oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, il faut qu'elle ait son concours cette année, hein. C'est pour bientôt. Nicolas, est-ce que tu as d'autres Je vais juste Chloé aussi, Chloé qui c'est une de mes étudiantes, ça, Chloé, je vois Chloé. passer. Oui, Chloé, elle est très pertinente, votre remarque. Chloé nous dit que peut-être que l'année prochaine, il y aura moins de gens qui le passeront parce que le concours ne sera ouvert qu'au M2. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Parce qu'il n'y aura que les gens qui auront le M2, alors que cette année peuvent aussi présenter, enfin, depuis 2014, peuvent se présenter ceux qui sont aussi en M1. Donc vous avez raison, Chloé, peut-être qu'on aura moins de candidats. Tout à fait. Et du coup, juste pour terminer sur une question qui a été posée par rapport à notre préparation quand elle commence, parce qu'on a expliqué. Donc, rapidement, en quelques mots, jusqu'au mois de juillet, si vous vous inscrivez chez nous, vous allez avoir accès à la remise à niveau sur notre plateforme e-learning. À partir de juillet, quelle que soit en fait la modalité, hein, en classe ou en distanciel, à partir de juillet, vous aurez accès au contenu de cours. Alors évidemment, on va avoir un travail de mise à jour des contenus, mais il y a des contenus qui vont toujours être valables. Nous, on va faire un peu une sélection pour vous proposer les choses qui restent pertinentes suite à la réforme. Donc à partir de juillet, vous pourrez travailler là-dessus aussi. Et la préparation avec soit les cours en présentiel, soit les lives et les devoirs et tout ce que vous a expliqué précédemment commence à partir du mois de septembre, voilà, courant septembre. D'accord. Et pour répondre à Marine qui dit qu'elle n'est pas d'accord parce qu'elle est d'accord avec Alexandre concernant, je suis d'accord Marine, il y a des gens très intelligents, n'est-ce pas, une certaine intelligence, qui vont obtenir et qui n'auront aucune pédagogie. Et c'est pour cela que maintenant dans une nouvelle mouture, l'idée que nous ayons ces leçons à l'oral qui montrent en fait la pédagogie sont extrêmement importantes. Vous pensez qu'Alexandre a raison? Oui, mais c'est la formulation, moi, qui me gêne un petit peu. On ne peut pas réduire l'école à on apprend à lire et à compter. C'est véritablement la formulation que je trouvais un Si peu… tu veux, par rapport à ça, Véronique, c'est ce qu'on dit assez généralement quand on entend ça. C'est plutôt des réflexions de parents, c'est-à-dire des gens qui sont de l'autre côté du miroir, mais pas du côté enseignant et qui ne savent pas en amont tout ce que ça sous-entend comme travail préparatoire, hein, c'est évident.
C'est ça. Ça ne s'improvise pas. C'est pour ça que moi, à chaque fois, on peut pas dire, on peut pas réduire le travail d'un professeur des écoles en leur apprend à lire et à compter. On peut pas. Non, non, c'est évident. On peut C'est pas. plutôt des choses qu'on entend dans la bouche des parents à la sortie des écoles, quoi. Oui, voilà. Et c'est pour cela, Alexandre, que Après, je suis d'accord avec vous. Ce qui importe, c'est les qualités de la pédagogie. C'est effectivement le fait que vous ne connaissiez pas tous les grands courants littéraires ne feront pas de vous un mauvais professeur. Ça, au contraire, je suis absolument de votre avis. Hein. Ouais, Mais il a tout à fait raison là-dessus, c'est sûr. Comment? Oui, tu as raison, il a raison là-dessus. Voilà, mais ça façonne un esprit, ça façonne une curiosité, ça façonne quand même des choses, vous voyez. Donc, effectivement, je vous rejoins, Alexandre, et je rejoins aussi Marine, vous avez raison. Mais juste, je vous demande de ne pas réduire le travail de professeur des écoles. On leur apprend. Alexandre, mettez-moi juste une dernière remarque pour me dire que vous êtes d'accord. Oui, c'est juste l'approche. Tu as raison, Véronique, c'est juste l'approche qui n'était pas bonne. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai vu tellement de gens qui seraient des professeurs, mais extraordinaires, et qui malheureusement sont recalés parce qu'ils n'y arrivent pas en maths, alors qu'en classe, ils sont suppléants et ils sont fabuleux. Et ce concours qui les recale. Mais j'ai vu des gens avoir le concours, ça m'a révoltée parce que je savais qu'ils ne seraient pas de bons enseignants. Pour moi, c'est une déception permanente, ce concours. Ça laisse des gens sur le carreau qui auraient été extraordinaires, d'autres, je sais qu'ils ne sont pas bons, mais qui ont pu y arriver parce qu'ils étaient très bons en sciences, évidemment. Je suis une instite à la base, donc je suis absolument de votre avis. Voilà. L'idée, c'est juste, ne me dites pas qu'on leur apprend juste à lire et à écrire, surtout en maternelle, Marine, on est d'accord. Hein. Notre mission en maternelle, elle est énorme. Voilà, c'était juste. Et puis j'ai plus d'arrêt. Peut-être qu'Alexandre est parti, je ne sais pas. Nicolas. Oui, je crois que c'est une bonne conclusion de philosopher un peu sur le métier de professeur des écoles. Et c'est bien de remettre ça aussi dans son contexte parce qu'effectivement, c'est le concours est difficile, le concours est très difficile et les gens ne le savent pas assez autour de nous. Et c'est un concours exigeant, mais par contre, c'est un métier fabuleux, donc ça vaut le coup. Voilà. Eh bien, je crois que sur ces bonnes paroles, nous allons vous laisser. Si vous voulez nous contacter, de toute façon, il y a sur le site de Mission CRPE, il y a un formulaire de contact. Donc, vous pouvez nous demander plus d'informations. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher si vous voulez faire des formations en présentiel de nos centres en présentiel. Nous allons très bientôt, on se donne à peu près 3 semaines pour pouvoir communiquer là-dessus, grand maximum. On va essayer même d'aller plus vite pour vous donner les tarifs de nos préparations, puisque on attendait quand même d'avoir la réforme, d'avoir le temps de se pencher dessus et vous proposer quelque chose de pertinent. Donc voilà, ça va venir bientôt. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre attention. Merci pour toutes ces questions, pour cette interaction. Merci à Véronique pour ta présentation. Merci Laurent. À Laurent. Qui est venu aussi. Aucun problème. Merci à vous deux. Et bonne soirée à tout le monde. Nicolas, merci à toi, merci à vous. Et je vous souhaite bonne soirée et bonne réflexion. Au revoir tout le monde.